Bonsoir et bienvenue dans Terre d'innovation, votre magazine dédié au digital et à l'innovation. Ce soir, direction les pistes et les hangars, où la technologie se met au service de la sécurité et du développement économique. L'aéronautique est un secteur stratégique pour nos territoires et la Martinique y tient une place particulière. Nous recevons ce soir Rodolphe Massal. Bonsoir. Bonsoir, Julien. Directeur général d'Airlines Technical Support, Airtex, qu'on peut, On voilà. peut, on peut appeler Artex, Voilà, donc une effectivement. entreprise martiniquaise qui rayonne dans toute la Caraïbe. On y revient, l'innovation au service du développement dans les aéroports, terre d'innovation, c'est parti. Bonsoir Rodolphe Massal. Bonsoir, Manuel. Alors, j'ai un peu dévoilé qui vous êtes, mais est-ce que vous pouvez quand même vous représenter puis présenter votre structure? Absolument. Donc, Rodolphe Massal, je suis le directeur général de la société Airlines Technical Support. Donc, malgré le nom, ça reste une société martiniquaise à l'origine. Donc, créée en 96 cofondée par Monsieur Jean-Michel Laporte et moi-même. Nous avions, je dirais au départ qu'on a créé nos emplois, hein. C'est-à-dire qu'on avait le souhait de rentrer en Martinique. On avait compris que en tant que technicien maintenance aéronautique, ça aurait été difficile puisque les places étaient limitées. On a décidé de créer nos propres emplois en rentrant, en créant notre société. Et je dirais que avec un peu de chance et un peu d'audace, nous allons fêter nos 30 ans l'année prochaine et c'est avec grand plaisir qu'on le fera. Alors, félicitations. Moi, Merci. moi j'ai tenu à vous inviter parce que je trouve que souvent on parle de projection caribéenne, mais on sait combien c'est difficile de le faire. Avant de revenir sur cela, est-ce que vous pouvez quand même parler de la genèse, rappeler peut-être ce que fait exactement Airtex et rappeler peut-être très rapidement, année après année, comment vous vous êtes développé? Donc, je vais déjà commencer par mon propre parcours. Oui. À l'âge de 15 ans, j'ai intégré les écoles militaires de l'armée de l'air, où j'ai appris le métier de technicien en maintenance aéronautique. J'ai travaillé sur les avions de chasse à l'époque. Et après, je suis rentré dans le monde civil avec UTA, Air France. Et Air France nous offrait une opportunité de partir avec un petit pactole qui n'était pas énorme, mais qui nous a permis à l'époque de créer notre société, donc avec Monsieur Laporte que j'ai rencontré sur les pistes de Roissy. Et donc, on a créé cette société donc, au départ en Martinique. On avait même aidé une société guadeloupéenne à se développer. 2001 est passé par là avec quelques difficultés après le 11 septembre. Et c'est là que nous est venue l'idée d'aller regarder un peu ailleurs OK. ce qui s'y faisait plutôt. Et de fil en aiguille, on a réussi à se développer sur 10 territoires caribéens. Aujourd'hui, on a 13 bureaux un peu partout dans la Caraïbe que je peux citer Ah oui, si vous oui, avez le temps. Mais on a le temps. on va commencer par la Jamaïque. Donc, je fais de haut en bas parce qu'il me faut des repères. On a 2 bureaux, on a Montego Bay qui reste notre grosse base parce que c'est un lieu touristique, un peu comme Punta Cana et Varadero à Cuba, où nous on traite, même si on n'a pas l'ensemble du marché, on traite déjà plus de 6 000 vols, par an, ce qui est énorme avec, une équipe d'une quinzaine de personnes. D'ailleurs, j'ai une pensée pour, ceux qui sont à Montego Bay, puisqu'ils viennent de récemment subir le cyclone Melissa. La plupart, disent que c'est OK, leur maison a tenu, les infrastructures ont tenu. Mais bon, c'est toujours des moments difficiles, pour nous qui avons vécu des cyclones, on sait ce que c'est. On a aussi donc, à Kingston, on a une base à Kingston. On est présent à Antigua, en Guadeloupe, en Martinique. À Sainte-Lucie, nous avons deux antennes, une à Castries et une à Vieux-Fort. Vieux-Fort, c'est l'aéroport international. Nous sommes présents à Barbade, à Saint-Vincent, à Grenade, à Trinidad et à Tobago et au Guyana. Donc, on a vraiment couvert la Caraïbe.
anglophones, je dirais, et puis ben, les 2 bases francophones qu'il y a. Et ben, il reste encore un peu de marché à conquérir. D'ailleurs, on a un projet en Amérique du Sud pour très bientôt. Très bien. Donc votre entreprise, opère dans la maintenance des voilà, des appareils, aéronautiques, des aéronefs. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs ce que cela implique en termes de compétences, de conformité aux normes, de sécurité notamment? Oui. Alors c'est un vrai sujet aujourd'hui parce que, on se rend compte que les constructeurs, développent et vendent énormément, d'avions, et on oublie que derrière, il faut des gens quand même pour les entretenir. Parce que les avions, il faut savoir qu'il y a des avions qui ont 40, 50 ans, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont très bien entretenus, ils peuvent continuer leur vie, je ne vais pas dire ad vitam aeternam, mais oui, très, 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 très longtemps. Aujourd'hui, donc notre rôle, ben, c'est vraiment de s'assurer que ces avions volent en toute sécurité. Notre rôle ici, si je prends l'exemple de Fort-de-France, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de l'avion, vérifier que tout est en bon état, discuter avec les pilotes, et c'est à nous de donner l'autorisation à l'avion de repartir. C'est-à-dire que, les pilotes sont obligés de se reposer sur une équipe de maintenance qui doit s'assurer que l'avion est en bon état, et il y a quelque chose qui s'appelle l'APRS, approbation pour remise en service, et ça, c'est le mécanicien qui le donne. C'est-à-dire que si demain le pilote, soit il n'est pas confiant ou soit il est trop confiant, nous, on est quand même là pour faire le tampon. C'est-à-dire que si lui il décide: «Je veux partir avec l'avion comme ça», et que nous, on décide qu'il ne peut pas partir en toute sécurité, on est quand même présent pour, voilà, pour temporiser, tout en s'assurant que la licence que nous avons, parce qu'on va parler des licences que nous avons chacun, elle est en danger à partir du moment où on se met à faire du n'importe quoi. Au niveau des innovations technologiques, vous disiez qu'effectivement, tous les jours, alors peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, régulièrement, il y a de nouveaux avions. Qu'est-ce que ça a comme impact au niveau de la maintenance? Est-ce qu'aujourd'hui, on commence à parler de maintenance prédictive? Est-ce qu'on utilise beaucoup plus de capteurs, qu'avant? Est-ce qu'il y a aussi des enjeux d'automatisation dans vos métiers? Je vous vois sourire. Bah oui, je souris parce que j'ai connu l'époque, du DC-10 où pour dépanner un avion, on devait utiliser des tomes comme ça, des espèces de bibles. J'espère que j'ai pas utilisé un terme, inapproprié, mais c'est comme ça qu'ils appelaient ça. Ils appelaient ça la bible, et donc aujourd'hui, bah, avec la technologie, c'est-à-dire qu'on est sur des ordinateurs avec des capteurs partout et qui disent exactement quel type de problème, ce qui empêche à l'avion de fonctionner normalement, et tout en sachant qu'il existe des tolérances, ça s'appelle la, MIL, Minimum Equipment List. Ça veut dire qu'un avion peut repartir dans de très bonnes conditions, même s'il y a une fonction enfin quelque chose qui ne fonctionne pas sur l'avion, il peut quand même repartir en toute sécurité. Donc oui, la technologie évolue, et c'est une très bonne chose pour les techniciens, ceux qui évoluent dessus, et pour les pilotes et la sécurité d'une façon générale. Alors justement, vous parliez des techniciens, il y a quand même un enjeu sur, le personnel, ce personnel technique. Comment il est formé aujourd'hui? Est-ce qu'il est formé différemment d'il y a 10 ans? Et est-ce qu'il y a des enjeux de montée en compétences? Là, pour le coup, vous gérez de la montée en compétences, du nord au sud de la Caraïbe. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des façons de se former qui sont différentes, au Alors niveau des territoires? justement, ils ont ouais, absolument, c'est une très, très bonne question. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui évolue en Martinique ou en Guadeloupe. Il possède une licence, 66B1, c'est comme ça que ça s'appelle, une licence européenne, qui a été, ils ont au fur et à mesure renforcé, les compétences techniques et les besoins, ce qui fait que ça a rendu plus difficile cette licence, et à contrario, bah, le problème, c'est qu'on a un grand manque de techniciens formés, donc possédant ce type de licence, dans l'espace, européen, et là, bah, ils sont en train de se poser la question. On arrive à un espèce d'une voie sans issue. On arrive à une voie sans issue où il y a très peu de techniciens formés et de plus en plus d'avions, qui volent. Donc les Caribéens, alors si je prends le cas de Antigua, à Antigua, il y a quelque chose qui s'appelle l'ECA, ils ont leur propre, donc c'est le bassin, tout ce qui est OICS, ils ont leur propre système d'aviation civile avec leur type de licence qui est un peu moins drastique, mais les compétences sont quand même les mêmes. Les Trinidadiens ont leur propre licence, les Guyanais ont leur propre licence. Donc
Mais ça n'a rien de comparable avec la licence européenne où ils demandent énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un bac pro en maintenance aéronautique ou un BTS en maintenance aéronautique, il devra quand même continuer pendant 2 ans avant d'obtenir cette fameuse licence qui lui permettra de réaliser les avions, de signer les avions. Ce qui fait que ça demande au minimum 4 ans d'études après le bac pour pouvoir obtenir cette licence, qui est une espèce de Graal et qui permet effectivement aux gens de mieux se vendre un peu partout dans le monde. Alors, je voulais en venir maintenant sur la logique de coopération. Absolument. Donc, vous êtes implanté en Martinique, vous avez une relation avec l'aéroport Aimé Césaire. Vous êtes aussi implanté dans la Caraïbe. Comment se construit une coopération avec un aéroport? C'est par des appels à projets? Comment un aéroport décide? Est-ce que c'est l'aéroport? Est-ce que c'est d'ailleurs les compagnies? Comment se passe cette collaboration? Alors nous, la chance qu'on a eue, c'est, ce sont pas les aéroports qui nous ont appelés, ce sont les compagnies D'accord. qui nous ont demandé de les assister et je dirais que tout ce cheminement a été fait surtout grâce à une compagnie aérienne qui s'appelle Virgin Atlantic, une compagnie, britannique, qui nous a observés pendant 1 an. Pendant 1 an, ils nous ont observés, ils voulaient voir comment on fonctionnait, est-ce qu'on travaillait bien et qui nous a mis le pied à l'étrier et une fois qu'ils ont vu que ça correspondait à leurs exigences, eh beh, ils ont commencé à nous aider à nous développer, sur la Caraïbe. Il y a eu Delta Airlines aussi, ben, je ne sais pas si je peux citer une Ah oui, bien compagnie. sûr, allez-y. D'accord, Ouais. ben, c'est une compagnie du jour au lendemain qui nous a dit: «On a besoin de vous en Jamaïque». Hmm. On y est allé et ben, aujourd'hui, c'est notre, plus grand succès. Donc c'est vraiment les compagnies alors nous, on a une part d'audace aussi parce qu'on y réfléchit, on se dit: On y va, on n'y va pas». Mais le plus souvent, ce sont les compagnies qui, nous parlent de leurs besoins. Aujourd'hui, donc il y a un nouveau besoin en Amérique du Sud et c'est une compagnie aérienne qui insistait, ça fait 1 an qu'elle insiste, elle nous dit: «On aurait besoin de vous là, qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour nous?» Bah, au bout d'1 an, on est quand même obligé d'y réfléchir et finalement on a pris la décision d'y aller. Alors, on voit aussi que finalement, l'implication de votre entreprise et le rayonnement au niveau caribéen a fait que ça a rejailli un peu sur vous. Donc, vous avez été nommé CCEF. On va en parler quand même rapidement parce que c'est quand même une distinction. Qu'est-ce que c'est CCEF? C'est quoi, du coup, que ça apporte aussi sur votre vision de la Caraïbe? Bah, c'est déjà un grand plaisir, bah, Alors, Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est déjà pour ouais, les, bah, ouais, alors ouais, c'est vraiment un réseau, c'est les de conseillers du commerce conseillers, extérieur, voilà, c'est ça, de la commerce France? extérieur de la France, OK. donc qui représentent la France et je me dis qu'aujourd'hui, notre travail et le fait qu'ils aient pensé à nous pour intégrer ce réseau, je dis que ça va de pair. Donc aujourd'hui, effectivement, ce qui est intéressant avec les CCEF, c'est que quelles que soient, les îles de la Caraïbe, parce que je vais prendre la Caraïbe parce que CCEF, c'est vraiment dans le monde, OK. il y a un représentant CCEF et nous, ça me permet d'étendre notre réseau et de faciliter sur place, les démarches, qu'on pourrait avoir et les gens qu'on pourrait rencontrer à droite à gauche. Donc moi, je suis vraiment oui, je suis honoré, que notre société, enfin, c'est moi, mais Bien c'est que sûr, notre ouais. société ait été reconnue à ce niveau et qu'on puisse développer ce réseau qui est vraiment très, très intéressant, pour nous et moi, mon but aujourd'hui, c'est de permettre aux gens qui le souhaitent de me contacter et qui souhaiteraient s'installer en Jamaïque, au Guyana. Si je peux leur permettre d'étendre leurs services à droite à gauche, je le ferai avec grand plaisir. Alors, on parlait tout à l'heure des techniciens, des équipes. Aujourd'hui, comment vous décidez de recruter? Comment est organisée votre structure? Comment vous l'avez pensée? Parce que j'imagine qu'être basé en Martinique et être présent dans une dizaine de territoires, ce n'est pas évident. Donc, comment vous avez pensé? Puis je pense que c'est un exemple qui est quand même très intéressant à partager. Beh, alors, effectivement, ça la source se tarit un peu, pour, les techniciens en maintenance aéronautique. Heu, s s le bouche à oreille fonctionne vraiment bien parce qu'on reste dans un circuit un peu fermé. D'accord? C'est-à-dire que si on fait les choses bien, on va être bien coté. Si c'est le contraire, c'est-à-dire qu'un technicien qui aura
eu soit des mauvais Bien sûr. comportements, soit au niveau technicité, serait un mauvais technicien, ça se saura. Mmh. Donc, effectivement, le réseau de la maintenance aéronautique d'une façon générale dans la Caraïbe fait que on sait à qui on a affaire, malgré les entretiens. Les entretiens, on peut les mener après, mais on sait déjà au préalable à qui on a affaire et si on peut fonctionner avec cette personne. Et je veux vraiment dire qu'à part 2 ou 3 cas exceptionnels, heu, qu'on a eu qui ne faisaient pas l'affaire, ça reste des gens qui sont très bien formés, très professionnels et très rattachés à notre entreprise aujourd'hui. Alors, je sais qu'en Martinique, vous avez eu l'occasion d'intervenir dans les établissements scolaires pour parler de votre secteur. Ça veut dire aussi que vous trouvez peut-être qu'il y a encore peu de personnes qui s'y intéressent. Voilà, quel est votre avis et comment faire pour que véritablement il y ait peut-être plus de personnes, plus d'étudiants, plus de jeunes qui s'intéressent à ce secteur de l'aéronautique, pardon, qui peut être même porteur, on le voit au niveau de la Caraïbe. Absolument. Bon, alors je dirais qu'on est en partie fautif, c'est-à-dire que, on a vraiment fonctionné dans le vivre heureux, c'est vivre caché. On n'a pas vendu notre métier. Je n'hésite plus à le faire, c'est-à-dire, aller dans les établissements scolaires. La dernière fois, la SAMAC a organisé la fête de l'aviation, on était présents. On a voulu faire découvrir notre métier, même si, je mens pas, les jeunes sont plutôt attirés par, pilotage. Ben, c'est normal, c'est le prestige, mécanicien, c'est celui qui a les mains sales et le pilote, il peut presque voler avec des gants. J'exagère un peu, mais c'est vrai qu'il y a une vision du pilote, qui est un métier qui est fantastique, hein, je reconnais. Et on oublie souvent que, ben, la maintenance, d'une part, c'est un métier qui est très, très important pour la sécurité de l'avion et qu'au niveau des salaires aussi, les salaires deviennent de plus en plus intéressants dans ce métier et que parfois, il y a des mécaniciens de plus en plus, il y a des mécaniciens qui sont mieux payés que des pilotes dans certaines compagnies. Ça dépend de la compagnie qu'ils auront intégrée. Donc nous, on continue ce développement. On souhaite vraiment que ce métier puisse attirer. Alors, il y a une école en Guadeloupe qui s'appelle le lycée Blanchette. Je souhaite que demain, en Martinique, et j'ai déjà commencé un peu à en discuter à droite à gauche avec ben, des CFA ou autres, que ce métier se développe en Martinique et qu'on puisse avoir, des Martiniquais qui puissent travailler chez nous, mais qui puissent aussi travailler partout dans le monde et c'est surtout ça qui m'intéresse aujourd'hui. Très Aller bien. découvrir le monde aussi. Alors, il y a un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est tout ce qui va être sur la transition écologique, Absolument. la durabilité. Est-ce que pour vous, vous êtes dans un secteur où vous observez, qui commence à avoir des réflexions, des visions sur comment on fait pour produire, comment on fait pour développer de l'économie, mais de façon plus durable? Absolument. Alors moi, je vais parler plus au niveau alors, il y a beaucoup d'essais qui sont faits au niveau des avions. Il y a il y a le nouveau carburant, le biocarburant dont on commence à parler, enfin, dont on parle depuis un moment, mais qui commence vraiment à se développer. Moi, je vais juste parler au niveau de l'aéroport, hem, où on commence vraiment dans les aéroports à utiliser la partie solaire, parce que il faut savoir que les avions quand ils après qu'ils se soient posés et qu'ils arrivent au point de parking, ils utilisent une génératrice qui est à l'arrière qui s'appelle APU, Auxiliary Power Unit. Ça reste quelque chose qui fait du bruit, on a les clims qui tournent, ça reste quelque chose qui fait beaucoup de bruit et qui consomme et je vais pas dire qui pollue parce que Hmm. je vais Ouais, qui consomme de pas l'énergie en tout oui, cas. qui Ouais. consomme, de l'énergie Hmm. et le fait qu'on puisse, désormais pouvoir un peu dans certains aéroports, pouvoir utiliser l'électricité ainsi que, mettre réfrigérer ces avions avec, des générateurs qui seraient, alimentés par de la green, avec, De soit de l'énergie l'énergie verte. solaire, ouais, l'énergie verte. Hmm. Pour moi, c'est vraiment j'espère vraiment que ce sera ça notre futur. Oui, l'aviation est continue à être considérée comme un élément pollueur. Hem, on parle beaucoup du bilan carbone. Nous, qui vivons sur des îles, on connaît l'importance, de l'aviation et des difficultés, bah, de se déplacer d'une façon générale. Donc on a vraiment besoin de cette aviation. Donc j'espère effectivement que ces progrès qui sont en cours, tout sur la partie verte, ben, que ça puisse continuer et qu'on puisse en être satisfait demain.
Alors, je passe d'un sujet à un autre, mais beaucoup d'invités que je reçois répondent à cette question. C'est finalement cette révolution de l'intelligence artificielle. Absolument. On dit souvent que l'intelligence artificielle va avoir un impact sur les métiers un peu de col blanc, ceux qui sont derrière les Ouais. ordinateurs, les fonctions un peu support. Et on dit que finalement, pour les métiers manuels, il y aura moins d'impact. Est-ce que pour vous, c'est une révolution qui est lointaine parce que aujourd'hui, votre métier n'est pas du tout impacté, ou vous commencez à avoir des signaux dans des salons ou dans les lectures ou dans la veille que vous pouvez faire, ou peut-être déjà dans un quotidien, où on commence à voir quand même cette IA, cette intelligence artificielle, s'immiscer dans les Alors, métiers. Ouais. effectivement, alors plus dans notre partie, administrative, oui, l'IA commence, on commence à être impacté par Mhm. l'IA. Moins dans le côté technique, directement sur avion. Par contre, je soupçonne, tout ce qui est dans la partie ingénierie et conception, des appareils qu'ils doivent je pense qu'ils utilisent l'IA. Alors j'ai pas la réponse exacte, mais je pense que, la conception, par l'IA, ça doit commencer à se mettre en place et mais nous, directement, non, pas sur la partie technique. Pas sur la partie technique aujourd'hui. Mais dans un futur proche, je pense que ce sera le cas, de toute façon. Alors on arrive, c'était passionnant, mais presque à la fin de notre émission. Est-ce que vous aurez un message, peut-être pour des entrepreneurs qui se posent la question de la Caraïbe, ou peut-être pour des jeunes, des étudiants, par rapport à votre métier? Est-ce que vous auriez un message à faire passer? Oui, mais déjà, moi, je considère que, déjà, les Caribéens, nous sommes frères. Moi, pour moi, c'est il y a nous sommes des Caribéens, on vient presque tous, du même endroit, même si on parle des langues différentes et il faudrait qu'on se lie encore plus à la Caraïbe. Donc je suis content aujourd'hui qu'on fasse partie, de l'OSCE, qu'on soit membre associé du CARICOM et j'espère que cette fraternité se développe de plus en plus et qu'on forme un que toutes les îles caribéennes forment un ensemble. Concernant le métier, venez, j'invite tout d'ailleurs, nous, on reçoit beaucoup de stagiaires. Hmm. Venez découvrir ce métier qui est passionnant, qui est formidable et qui vous fera découvrir le monde. Dans quelques secondes, je vous retrouve pour la masterclass. Le temps pour moi de remercier notre invité, Rodolphe Massal, directeur général d'Airlines, pardon, Technical Support. Merci beaucoup. Ben, ce fut un plaisir et puis, ben, voilà, ben, merci de m'avoir invité et puis, j'espère que ça aura un impact, sur nos jeunes de demain. Avec plaisir. Place à la masterclass. Alors, restons dans le monde du voyage. Je voulais vous parler d'une technologie que vous connaissez peut-être. C'est ce qu'on appelle les SIM virtuels ou les eSIM. Quand vous partez en voyage, souvent, en fait, vous allez vous rendre compte que si vous utilisez le roaming, donc le réseau dans un pays, ben, vous allez peut-être être facturé par votre opérateur. Et donc, depuis, se sont développées des solutions eSIM. Ce sont des SIM virtuels. Vous n'avez pas besoin d'acheter une SIM que vous allez mettre dans votre téléphone. C'est une SIM virtuelle et vous avez aujourd'hui des partenaires qui vous permettent finalement d'avoir des prix beaucoup plus compétitifs quand vous utilisez un réseau dans un pays dans lequel vous ne vivez pas. Donc, il y a un certain nombre de partenaires aujourd'hui d'eSIM. Voilà, je vous présente quelques-uns. Vous avez Airalo, qui est un des leaders mondiaux, Olafly, vous avez aussi Saily. Pour ma part, j'étais dernièrement en voyage et j'ai utilisé eSIM for Travel. Et puis, sachez que, évidemment, certaines banques, notamment les banques modernes, commencent à s'y intéresser. Si vous connaissez Revolut, qui est une banque qui vous permet justement en voyage d'avoir peu ou pas de frais sur vos transactions, ben, ils se sont aussi forcément intéressés aussi aux frais liés aux communications mobiles. Et donc, via Revolut, vous pouvez aussi acheter une eSIM. Voilà, donc c'est des technologies qui sont vraiment intéressantes parce que ça vous permet effectivement d'économiser. Et quand vous revenez dans votre territoire, ben, vous rebasculez sur votre SIM. Et donc, ça vous permet, en tout cas, de continuer à utiliser notamment vos applications chouchou comme WhatsApp ou de pouvoir naviguer sur vos réseaux sociaux. Ben, je voulais vous remercier pour cette émission que l'on a consacrée justement à la découverte d'un métier et la découverte aussi de la possibilité en fait de pouvoir innover dans la Caraïbe. Terre d'innovation, c'est fini pour ce soir. Merci à Johan Constant pour la réalisation.
Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 20h10 ou à 23h30, ici même sur Zitata. Et puis, d'ici là, restez connectés sur les réseaux sociaux de Zitata. Je vous dis à bientôt. Bye bye.